Pourquoi est-ce que ceux qui aiment le plus fort finissent si souvent les mains vides? Pourquoi est-ce que l'effort, l'attention, le soin que l'on verse sans compter dans une relation semble parfois accélérer sa dissolution plutôt que la consolider? Et voici la question qui fait vraiment mal, celle que l'on repose sur la table ce soir, celle à laquelle il faudra rester assis un long moment avant de répondre honnêtement. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus fort tombent encore plus loin? Prenez un moment, laissez cette question exister. Il y a quelque chose de presque cruel dans la mécanique du lien humain. On a tous connu ce moment où l'on a regardé son téléphone une 10e fois en une heure, où l'on a relu un message ancien pour en extraire un sens nouveau, où l'on s'est demandé si envoyer un simple mot, juste un mot, ne serait pas finalement raisonnable. Et l'on n'a pas envoyé ce mot, ou peut-être qu'on l'a envoyé, et peut-être que cela n'a rien changé du tout, sauf en nous, où quelque chose s'est légèrement effondré. Ce que Christophe André observe depuis des décennies dans sa pratique clinique, dans les consultations silencieuses, dans les aveux murmurés entre deux respirations, c'est ceci. Il existe un moment particulier dans toute relation blessée, un moment suspendu, presque liturgique dans sa gravité, où les deux personnes cessent de se contacter. Ce silence n'est pas le vide. C'est peut-être la chose la plus chargée de sens qui puisse exister entre deux êtres humains. Et ce moment, ce silence entre deux existences qui se sont touchées, change tout. Littéralement, le jeu change. Mais avant de comprendre pourquoi, il faut d'abord regarder en face ce qui se passe dans les heures, les jours, parfois les semaines qui précèdent ce silence. Ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit, dans cette région floue entre les deux, que l'on appelle parfois l'âme et que la psychiatrie appelle, avec moins de poésie, mais plus de précision, le système nerveux autonome. Imaginez quelqu'un, appelons-la Marie, ou plutôt ne l'appelons pas, parce qu'elle est composite, elle est faite de 20 visages différents que Christophe André a rencontrés au fil des années. Et peut-être qu'elle a quelque chose de vous, peut-être même beaucoup. Cette personne se réveille chaque matin avec une pensée avant d'ouvrir les yeux. Pas une belle pensée, une pensée lourde, avec la texture du bois mouillé, pas tout à fait solide, pas tout à fait liquide. Elle pense à lui ou à elle, à ce qui a été dit, à ce qui n'a pas été dit, à ce message qui n'est pas arrivé. Ses premiers signes sont reconnaissables. Elle vérifie son téléphone avant même de poser l'espiette par terre. Elle fait défiler les réseaux sociaux non pas pour lire, mais pour traquer des indices. Elle relie des conversations vieilles de 6 mois comme des archéologues qui cherchent un fragment d'os dans de la terre sèche. Et puis il y a ce troisième signe, peut-être le plus révélateur. Elle construit mentalement des dialogues imaginaires, des conversations qui n'ont jamais eu lieu et n'auront probablement jamais lieu, dans lesquelles elle dit enfin ce qu'elle aurait dû dire, dans lesquelles l'autre comprend enfin, dans lesquelles tout se résout dans une lumière douce et chaude, comme une fin d'après-midi en septembre. Et puis, elle revient à la réalité. Et la réalité est froide et silencieuse, comme une pièce que l'on n'a pas chauffée depuis longtemps. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce tableau? Pas nécessairement dans les détails. Peut-être pas le téléphone, peut-être pas les réseaux sociaux. Mais dans cette tension intérieure, dans cette vigilance permanente, dans cette fatigue particulière, qui n'est pas la fatigue du corps, mais quelque chose de plus profond, quelque chose que le sommeil ne réparait pas complètement. Si c'est le cas, alors ce que vous êtes en train d'entendre ce soir vous concerne directement. Et Christophe André vous demande de rester, pas par peur, par curiosité envers vous-même. Parce que ce que vous allez comprendre dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer la façon dont vous vivez vos relations. Toutes vos relations, pas seulement celle qui vous a conduit ici ce soir. Si ces réflexions résonnent en vous, si vous sentez qu'il est temps de comprendre quelque chose d'essentiel sur la façon dont vous vous liez aux autres et dont vous vous libérez sans suite, alors peut-être que c'est le bon moment pour vous abonner à ce canal, pas parce que l'on vous y demande avec insistance, simplement parce que les prochains mois de votre vie mentale méritent d'être accompagnés. Et si quelqu'un dans votre entourage traverse quelque chose de similaire, cet épuisement du lien, cette incapacité à lâcher, pensez à lui partager ceci. Parfois, les mots justes n'arrivent pas de soi. Ils arrivent d'une voix extérieure,
posée qui dit ce que l'on n'osait pas formuler. Revenons à cette question. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus fort tombent encore plus loin? La réponse n'est pas simple, mais elle est accessible. Et pour y arriver, il faut d'abord comprendre ce que l'apport clinique nous enseigne sur la nature de l'attachement. L'être humain est fondamentalement un animal d'attachement. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité neurobiologique. Depuis les travaux de John Bowlby dans les années 60 jusqu'aux recherches contemporaines en neurosciences affectives, on sait que les cerveaux humains traitent la perte d'un lien affectif avec les mêmes circuits que la douleur physique, littéralement. Ce n'est pas que l'on souffre comme si on avait mal, on souffre. Les mêmes régions s'activent, le même signal d'alarme retentit. Et c'est là que commence le problème. Parce que lorsque le cerveau interprète l'absence de l'autre comme une menace, comme une douleur réelle, il active automatiquement ses mécanismes de survie. Il cherche à réduire la douleur. Et comment réduit-on une douleur? On cherche son analgésique. Et pour beaucoup d'entre nous, l'analgésique, c'est le contact avec l'autre, un message. Un like sur une photo, une réponse, même brève, même froide, même ambivalente. N'importe quoi qui signifie « tu existes encore pour moi ». C'est pourquoi on envoie ce message. C'est pourquoi on vérifie ce profil. C'est pourquoi on crée des prétextes. Je voulais juste te rendre tes affaires. J'ai pensé à toi en passant devant cet endroit pour maintenir une connexion qui a pourtant été officiellement rompue. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'obsession pathologique. C'est de la biologie. C'est le cerveau qui fait exactement ce qu'il est censé faire. Le problème, c'est que dans ce contexte particulier, ce que le cerveau est censé faire est précisément ce qui aggrave la situation. Et voici où cela devient sérieux. Vraiment sérieux. Ce cycle, la douleur, la recherche de l'analgésique, le contact, le soulagement bref, puis le retour de la douleur, souvent plus fort qu'avant, ce cycle est neurochimiquement identique au cycle de la dépendance. Ce n'est pas une comparaison rhétorique. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que les personnes en rupture amoureuse douloureuse présentent des patterns d'activation similaires à ceux observés chez des personnes en sevrage d'une substance. Le manque crée une hyperactivation du système de récompense. Et chaque contact, même minimal, même douloureux, procure une microdose de soulagement qui renforce le comportement de recherche. En d'autres termes, plus on cherche, plus on a besoin de chercher. Plus on contacte, plus on dépend du contact. Et pendant ce temps, pendant que cette roue tourne et s'emballe, quelque chose de bien plus grave est en train de se produire. Quelque chose que Christophe André considère comme l'un des dangers les plus sous-estimés dans notre culture émotionnellement surconnectée. On est en train de perdre contact avec soi-même, pas avec l'autre, avec soi, avec ce lieu intérieur où réside notre capacité à penser clairement, à ressentir avec justesse, à prendre des décisions qui nous appartiennent. Ce lieu, appelons-le le centre, ou plutôt appelons-le simplement, soit se vide progressivement au fur et à mesure que toute notre énergie psychique est redirigée vers l'autre, vers ses signaux, vers ses silences, vers ses humeurs, vers ses présences et ses absences sur des écrans bleutés à 2 heures du matin. Et là, si l'on ne prend pas conscience de ce processus, si l'on ne commence pas à cultiver ce que Christophe André appelle le désapprentissage de la dépendance réactive, les conséquences deviennent systémiques. Elles débordent, elles contaminent. Vos enfants, si vous en avez, ne vous voient pas, ou plutôt ils vous voient, mais ils voient une version de vous qui est perpétuellement ailleurs. Cette mère qui répond aux questions du dîner avec un regard voilé. Ce père dont le téléphone est toujours face vers le bas sur la table. Un geste qui dit « Je ne veux pas que tu vois, mais je ne peux pas ne pas regarder ». Ces enfants absorbent cette anxiété ambiante comme une éponge, pas avec des mots, avec quelque chose de bien plus profond, de bien plus insidieux. Ils apprennent, silencieusement, que les émotions des adultes sont incontrôlables, que la paix intérieure est quelque chose que les grands ne trouvent jamais vraiment, que les relations sont des espaces de souffrance chronique. Ce qu'ils héritent n'est pas seulement un souvenir, c'est un modèle, l'empreinte d'une façon d'être avec les autres. Et cette empreinte, cette photographie intérieure de ce qu'est une relation, continuera de parler dans leur vie bien après que vous aurez oublié cette période. Vous entendez ce que cela signifie? Rester prisonnier de sa réactivité émotionnelle
n'est pas seulement une souffrance personnelle, c'est un héritage. Un legs que l'on transmette sans le vouloir, sans même s'en rendre compte, à ceux que l'on a même le plus au monde, et vos partenaires, actuels ou futurs. Ceux qui tentent de vous rejoindre là où vous êtes se heurtent à quelque chose d'invisible mais de très réel. Une muraille faite, non pas de froideur, mais d'une surcharge affective. On ne peut pas être pleinement présent pour quelqu'un quand on est entièrement occupé à gérer l'écho d'une autre relation. On ne peut pas offrir de la stabilité quand on est soi-même une mer agitée. Et les personnes saines, celles qui auraient pu être de vraies présences dans votre vie, finissent souvent par s'éloigner. Non pas par manque d'affection, mais par instinct de préservation. Et leur départ alimente encore une fois ce sentiment profond, presque archéologique, que vous n'êtes pas quelqu'un que l'on choisit de garder. Voyez-vous comment le cercle se referme? Alors revenons à cette question pour la deuxième fois parce qu'elle mérite d'être posée à nouveau avec plus de contexte maintenant. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus fort tombent encore plus loin? Parce que l'effort, dans ce cas précis, n'est pas dirigé vers la bonne direction. L'effort est tourné vers l'extérieur, vers l'autre, vers sa réponse, vers son approbation, vers sa présence ou son absence, au lieu d'être tourné vers l'intérieur, vers la construction d'un sol plus stable, vers ce que les philosophes bouddhistes appellent le non-attachement et que Christophe André traduit dans sa pratique clinique par quelque chose de plus accessible, de plus humain, de moins austère, le désapprentissage, d'où de la dépendance. Et nous arrivons maintenant au moment le plus crucial de ce que nous partageons ce soir. Parce que comprendre le problème est une chose, mais sans outils, sans pratique, sans chemin concret, la compréhension reste une belle idée qui ne change rien à la souffrance réelle. Mais avant cela, avant les outils, il faut regarder en face ce qui se passe quand les deux personnes cessent de se contacter. Vraiment cessent, pas comme stratégie, pas comme manipulation. Simplement parce que l'un ou l'autre, ou les deux ensemble, ont atteint ce point d'épuisement où le silence devient la seule chose encore tenable. Il se passe quelque chose de remarquable dans ce silence. Quelque chose que la plupart des gens n'anticipent pas. Dans les premières heures, l'anxiété monte, le manque s'intensifie. Le cerveau cherche son analgésique habituel et ne le trouve pas. Il envoie des signaux d'alarme. Il génère des pensées catastrophiques. Il m'a oublié, elle ne m'a jamais aimé, je ne suis rien pour lui. Ces pensées ont la texture de la certitude. Elles semblent vraies avec une précision effrayante, mais elles ne sont pas la réalité. Elles sont les symptômes du sevrage. Et si l'on tient, si l'on reste dans ce silence sans chercher à le remplir de toute urgence, quelque chose d'autre commence à se produire. Lentement, presque imperceptiblement, comme la lumière qui change au tout début du matin, avant même que l'on puisse appeler ça l'aube. Le système nerveux commence à se réguler. Les taux de cortisol, l'hormone du stress chronique, commencent à diminuer. Et dans cet espace dégâché, quelque chose revient, une voix. Une voix intérieure qui avait été couverte par le bruit constant de la surveillance émotionnelle. La propre voix, celle qui dit « Voilà ce que je ressens vraiment, voilà ce que je veux vraiment. Voilà qui je suis, en dehors de cette relation, en dehors de ce regard. » C'est ce moment précis que Christophe André appelle le retour à soi. Et c'est aussi, paradoxalement, le moment où les véritables décisions deviennent possibles. Pas les décisions prises sous l'empire de la peur, de la jalousie ou du manque. Les décisions claires. Les décisions qui nous appartiennent. Et maintenant, et Christophe André le dit avec toute la gravité que mérite ce constat. Si ce silence ne vient pas naturellement, si l'on ne parvient pas à tenir dans ce vide sans courir, immédiatement le remplir alors, on est très probablement face à quelque chose qui dépasse la simple difficulté relationnelle. On est face à une vulnérabilité psychologique structurelle qui, si elle n'est pas adressée, continuera à se reproduire. Dans cette relation, dans la suivante, dans celle d'après. Avec des visages différents, des histoires différentes, mais la même douleur fondamentale, portée comme une valise trop lourde dont on a oublié depuis longtemps ce qu'elle contient. Et si vous vous demandez à ce stade si cela vous concerne, si vous vous demandez si vous avez ce niveau de dépendance réactive,
Voici 4 signes que Christophe André observe avec une régularité qui n'est plus surprenante, mais reste bouleversante. Le premier. Vous ne pouvez pas passer une heure sans vérifier si l'autre a répondu, même quand vous savez rationnellement qu'il n'y a rien à voir. Le deuxième. Votre humeur de la journée entière est déterminée par la façon dont l'autre vous a, ou ne vous a pas, contacté le matin. Le troisième. Vous vous retrouvez à moduler votre propre comportement non pas selon vos besoins, mais selon ce que vous anticipez que l'autre aimerait ou n'aimerait pas. Et le quatrième signe, le plus subtil et peut-être le plus douloureux. Vous avez du mal à vous souvenir de ce que vous ressentiez, de ce qui vous plaisait, de ce que vous pensiez de vous-même avant cette relation ou avant cette période de tension. Si vous reconnaissez 3 de ces 4 signes, alors ce qui suit n'est pas optionnel. Ce qui suit est une nécessité, pas au sens alarmiste du terme, au sens médical du terme, au sens où Christophe André l'entend quand il parle à ses patients avec cette douceur directe qui lui est particulière. Alors voici les outils, concrètes, praticables dès ce soir. Pas des théories abstraites sur le lâcher-prise que l'on comprend intellectuellement, mais que l'on n'arrive jamais à vraiment vivre. Des pratiques, des gestes intérieurs précis. Le premier outil s'appelle le délai conscient. Il est simple dans son principe et redoutablement efficace dans sa pratique. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de contacter l'autre ou de vérifier s'il vous a contacté, vous ne supprimez pas cette impulsion. Vous ne la combattez pas. La combattre consomme de l'énergie et renforce souvent ce que l'on cherche à éviter. Vous lui accordez simplement un délai de 20 minutes. Vous posez le téléphone. Vous respirez. Vous observez l'impulsion comme on observerait une vague depuis le rivage. Elle monte, elle enflée. Elle semble irrésistible. Et puis, si l'on ne lui cède pas, elle se retire. Pas complètement, pas définitivement, la prochaine vague arrive. Mais chaque vague à laquelle on résiste, chaque délai que l'on s'accorde recalibre légèrement le circuit neuronal. Et sur la durée, ces petits récalibrages s'accumulant en quelque chose de significatif. Ce n'est pas de la volonté brute, c'est de la neuroplasticité utilisée intelligemment. Le deuxième outil est ce que Christophe André appelle la pratique du témoin intérieur. Là encore, simple dans sa formulation, profond dans ce qu'il produit. Il s'agit de développer la capacité à observer ses propres états émotionnels sans s'y identifier complètement. Non pas « je suis triste », cette formulation qui fait de la tristesse toute votre identité, mais plutôt « je remarque qu'il y a de la tristesse en moi en ce moment ». La nuance est infime sur le papier. Dans la vie réelle, elle crée un espace entre soi et l'émotion. Et dans cet espace, il y a de l'air, il y a de la liberté. Il y a la possibilité de choisir une réponse plutôt que de subir une réaction. Ou plutôt, laissez-moi le formuler autrement, parce que c'est important. Ce n'est pas une question de contrôle émotionnel, au sens où l'on maîtriserait ses émotions comme on maîtrise un cheval. C'est une question de relation à ses émotions. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des informations, des signaux. La souffrance émotionnelle que vous ressentez dans cette période de silence, dans ce moment où les 2 personnes ont cessé de se contacter. Cette souffrance porte une information. Elle dit « cela comptait pour moi ». Elle dit « j'ai mis quelque chose d'important là-dedans ». Elle dit « il y a en moi une capacité de connexion profonde qui cherche à s'exprimer ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une ressource mal orientée. Et si l'on apprend à entendre l'émotion plutôt qu'à en être submergé, si l'on développe cette qualité d'écoute intérieure, alors on commence à avoir accès à une forme de sagesse émotionnelle qui est, selon Christophe André, l'une des compétences psychologiques les plus précieuses que l'on puisse développer à partir de 41 ans, ou plutôt à n'importe quel âge. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe dans la maturité, entre 35 et 55 ans. Quelque chose dans la façon dont le temps commence à être ressenti différemment, avec plus de poids, avec plus de conscience de ce qu'il importe, qui rend cette pratique à la fois plus surchainte et plus fructueuse. Le troisième outil est ce que l'on pourrait appeler la pratique du deuil conscient. Et ici, il faut être précis, parce que ce mot « deuil » est souvent mal compris. Le deuil conscient dont parle Christophe André n'est pas de la résignation. Ce n'est pas accepter que quelque chose soit perdu pour toujours
et en éprouver une tristesse passive et interminable. Le deuil conscient, c'est l'acte actif, délibéré de reconnaître ce qui a existé, ce qui a compté, ce qui a été réel, et de lui permettre d'avoir sa propre place dans le passé sans avoir à le tenir en vie, artificiellement dans le présent. Concrètement, cela peut prendre la forme d'une lettre que l'on n'envoie pas. Une lettre dans laquelle on dit tout, vraiment tout. Ce que l'on n'a pas pu dire, ce que l'on voulait dire, ce que l'on regrettait, ce que l'on aimait, ce que l'on ne comprenait pas. On écrit tout cela, avec la plus grande honnêteté possible. Et ensuite, on range cette lettre, ou on la brûle. Pas pour oublier, l'oubli n'est ni possible, ni souhaitable, mais pour signifier à son propre psychisme. J'ai dit ce qui devait être dit. Ce chapitre a maintenant une fin. Il peut prendre sa place dans l'histoire de ma vie sans en occuper toute la première page indéfiniment. Il y a dans ce geste quelque chose de presque liturgique. Quelque chose qui touche à ce que les grains des traditions humaines, philosophiques, spirituelles, littéraires ont toujours sur le deuil, qu'il a besoin d'un rite, d'un moment marqué, d'une forme. Sans cela, il reste flottant, sans ancrage, capable de ressurgir à n'importe quel moment avec la même intensité qu'au premier jour. Mais voici maintenant quelque chose que Christophe André considère comme fondamental et qui est peut-être la chose la moins dite, la plus contre-intuitive, la plus difficile à accepter dans toute cette conversation. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus fort tombent encore plus loin? Pour la troisième fois, cette question. Et maintenant, vous avez assez de contexte pour entendre la réponse complète. Parce que l'effort que l'on déploie pour retenir l'autre, pour maintenir le contact, pour s'assurer de ne pas être oublié, pour prouver que l'on existe dans l'esprit et le cœur de l'autre, cet effort est fondamentalement un acte de contrôle. Et le contrôle, dans les relations affectives, produit exactement le résultat inverse de celui que l'on cherche. Il crée de la distance, il génère de la résistance. Il active chez l'autre, souvent sans que celui-ci soit lui-même conscient, un besoin instinctif d'espace, de retrait, de protection de son autonomie. C'est la paradoxe de la proximité forcée. Plus on pousse, plus l'autre recule, non pas par cruauté, non pas par indifférence, mais parce que la liberté, le sentiment de choisir librement d'être là, est l'une des conditions les plus fondamentales du lien affectif authentique. Et quand cette liberté est compromise, même par excès d'amour, même par excès de besoin, quelque chose dans la relation se grippe. Le désapprentissage émotionnel stratégique, et voici la révélation que Christophe André offre à ses patients les plus épuisés, à ceux qui arrivent dans son cabinet avec des yeux qui ont trop regardé dans une seule. Divrection, le désapprentissage émotionnel, stratégique, ce n'est pas apprendre à ne plus s'aimer. Ce n'est pas apprendre à être froid, distant, indifférent. Ce n'est pas construire un mur, c'est apprendre à aimer sans s'y perdre. C'est une distinction qui mérite d'être tenue un moment dans l'esprit comme on tient un objet fragile. Aimer sans s'y perdre. Cela signifie être capable de ressentir profondément, de s'impliquer sincèrement, d'être touché et même bouleversé par l'autre, et en même temps de conserver un ancrage en soi, un sol, un espace intérieur qui reste à soi, qui n'appartient pas à la relation, qui ne peut pas être emporté par les hauts et les bas de la dynamique affective. En termes méditatifs, et Christophe André l'enseigne dans ses ateliers de pleine conscience avec une précision que ses patients apprécient précisément parce qu'elle n'est jamais vague, cela correspond à la pratique de l'équanimité. L'équanimité n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à rester debout dans le vent. La tempête peut souffler, et parfois la tempête souffle très fort, mais les racines tiennent. On est secoué, mais on ne tombe pas. Et voici comment on commence à cultiver cette équanimité concrètement, dans la vie quotidienne, sans avoir besoin de retraites de méditation de 10 jours dans les montagnes tibétaines. Même si ces retraites ont leur valeur propre. Le quatrième outil est la pratique des ancres quotidiennes. Ce sont des activités petites, concrètes, régulières, qui vous reconnectent à vous-même indépendamment de l'état de vos relations. Il ne s'agit pas d'activités de distraction, de ces choses que l'on fait pour ne pas penser. Il s'agit d'activités de présence, qui vous ancrent dans votre corps, dans vos sensations,
dans votre propre existence. Cela peut être une marche de 20 minutes sans téléphone, pendant laquelle vous accordez une attention délibérée, pas forcée, juste douce aux sensations physiques. La texture du sol sous vos pieds, la température de l'air sur votre visage, le rythme de votre propre respiration. Cela peut être une pratique d'écriture matinale, 3 phrases, pas plus, dans lesquelles vous notez ce que vous ressentez avant que la journée commence à vous réclamer. Cela peut être un rituel de thé ou de café, pas bu machinalement et vérifiant les notifications, bu avec une attention complète, comme si c'était la première tasse de votre vie. Ces pratiques semblent modestes. Elles sont en réalité révolutionnaires parce qu'elles entraînent le cerveau à revenir régulièrement dans le moment présent, dans votre propre expérience immédiate, plutôt que de demeurer perpétuellement dans le passé de la relation ou dans l'anticipation, anxieuse de son avenir. Et avec la régularité, et c'est ici que la patience est requise, une patience que Christophe André demande toujours à ses patients et qu'il leur demande de tenir même quand les progrès sont invisibles. Avec la régularité, quelque chose s'est construit. Un sol, un espace intérieur, une capacité à habiter sa propre vie qui n'était pas là avant ou qui avait été érodée par des années de réactivité émotionnelle. Savez-vous ce que les recherches en neurosciences cognitives nous disent sur les effets d'une pratique méditative régulière de 8 semaines seulement? L'amygdale, cette petite structure en forme d'amande, qui est le centre de traitement de la peur et de l'alarme émotionnelle dans le cerveau, présente une activité mesurable réduite. Le cortex préfrontal, le siège de la réflexion, du jugement, de la capacité à prendre du recul, s'épaissit littéralement. La matière grise augmente. Le cerveau se transforme, pas métaphoriquement, anatomiquement. Ce que cela signifie en termes humains, c'est ceci. Avec de la pratique régulière, vous devenez neurologiquement moins réactif. Vos émotions ne disparaissent pas, elles continuent de se manifester avec leur pleine intensité, mais le temps entre le stimulus et la réponse s'allonge. Et dans cet espace allongé, la liberté commence à exister. La liberté de choisir, la liberté de ne pas envoyer ce message, la liberté de laisser le silence être silence sans le remplir frénétiquement. Le 5e outil est peut-être le plus délicat à formuler, mais il est peut-être aussi le plus transformateur. Christophe André l'appelle parfois la reconquête de l'intérêt à soi. Non pas le narcissisme, cette fermeture sur soi qui est l'opposé de ce que l'on cherche, mais quelque chose de plus humble et de plus profond, la curiosité envers sa propre vie intérieure. Pendant les périodes de forte dépendance émotionnelle, toute la curiosité est tournée vers l'autre. On devient un spécialiste de l'autre. On analyse chaque message, chaque silence, chaque regard, chaque hésitation avec une finesse digne d'un sémiologiste. Et pendant ce temps, on cesse d'être curieux de soi-même. On perd contact avec ses propres désirs, ses propres peurs, ses propres rêves, ses propres contradictions intérieures. On devient paradoxalement un étranger à soi-même, tout en cherchant désespérément à être connu par l'autre. La reconquête de l'intérêt à soi commence par une question simple, posée avec douceur, pas avec critique, pas avec jugement. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Pas qu'est-ce que je pense que je devrais ressentir? Pas qu'est-ce que je ressentirais si la situation était différente, mais simplement qu'est-ce qui est là en moi maintenant? Cette question posée régulièrement, plusieurs fois par jour, crée progressivement un rapport différent à soi-même, un rapport de présence, d'intimité, d'honnêteté. Et cette intimité avec soi-même, cette capacité à se connaître vraiment dans ces zones d'ombre comme dans ces lumières, est précisément ce qui rend les relations futures possibles sur des bases différentes. Pas des relations construites sur le manque et la peur de la perte. Des relations construites sur la plénitude et la liberté, parce que voici ce que Christophe André observe sans exception dans les histoires de ses patients qui ont traversé ce chemin de transformation. Ceux qui apprennent à ne plus avoir besoin de l'autre pour se sentir entiers ne deviennent pas des êtres froids qui rejettent la connexion. Au contraire. Ils deviennent des êtres dont la connexion est plus vraie, plus riche, plus capable d'accueillir l'autre tel qu'il est avec ses propres failles,
ses propres absences, ses propres limites, sans que cela constitue une menace existentielle. L'amour sans possession, la relation sans fusion, la présence sans dépendance, ces mots peuvent sembler abstraits, mais ils décrivent quelque chose de très concret, quelque chose que beaucoup de gens qui ont fait ce travail sur eux-mêmes peuvent reconnaître dans leur propre vie. Le moment où l'on se rend compte que l'on pense à L'autre non pas parce que l'on en a besoin pour se sentir en sécurité, mais parce que sa présence enrichit une vie qui est déjà en elle-même habitable. c'est cela, le désapprentissage émotionnel stratégique dans sa forme la plus accomplie. Et il n'est pas réservé aux moines zen, ni aux personnes qui ont 30 ans de thérapie derrière elles, ni à ceux dont la constitution psychologique serait naturellement plus stable. Il est accessible à tous, vraiment, à condition de commencer. À condition de faire le premier pas, même maladroit, même imparfait. Et voici le 6e outil, celui que Christophe André réserve souvent pour la fin de ses consultations, parce qu'il demande un certain niveau de préparation intérieure pour être reçu correctement. Il l'appelle la pratique de la gratitude envers la douleur. Et oui, vous avez bien entendu, la gratitude envers la douleur, non pas dans son sens masochiste, non pas dans le sens où l'on devrait trouver la souffrance agréable, ou la chercher activement, mais dans le sens où chaque épisode de douleur émotionnelle intense, chaque période de manque, chaque nuit d'insomnie à atteindre un message qui ne vient pas, chaque moment de jalousie ou d'abandon, contient une information précieuse sur soi-même, sur ses besoins les plus profonds, sur ses blessures les plus anciennes, sur les schémas hérités de l'enfance qui continuaient de gouverner la vie affective adulte avec l'autorité silencieuse d'une empreinte digitale. Les blessures de l'enfance, et ici Christophe André parle avec la précision du clinicien, et la tendresse de quelqu'un qui a lui-même médité longuement sur ces questions. Ces blessures ne sont pas des condamnations, elles sont des cartes incomplètes, parfois mal dessinées, qui indiquent les zones où l'on a besoin de plus de soins, de plus d'attention, de plus de douceur envers soi-même. Quand on commence à regarder sa propre douleur avec cette curiosité, bienveillante plutôt qu'avec la honte ou la panique, qui la rendent encore plus lourde, quelque chose change. La douleur ne disparaît pas nécessairement, mais elle perd quelque chose de son emprise. Elle devient navigable. Elle devient, avec le temps et la pratique, une porte plutôt qu'un mur. Et maintenant, et c'est peut-être le moment le plus important de tout ce que nous partageons ce soir, revenons une dernière fois à cette question. Pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus fort tombent encore plus loin? Vous connaissez maintenant la réponse. Parce qu'ils essaient dans la mauvaise direction. Parce qu'ils dirigent leur énergie vers le dehors, vers l'autre, vers son regard, vers sa validation, plutôt que vers le dedans. Parce qu'ils cherchent à construire leur stabilité sur quelque chose d'extérieur à eux-mêmes, sur quelque chose qui, par nature, ne peut jamais s'être entièrement sous leur contrôle. Et le contrôle que l'on cherche à exercer sur l'extérieur est exactement proportionnel au sol que l'on n'a pas encore construit à l'intérieur. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une accusation, c'est une observation clinique, faite avec compassion, faite dans l'espoir que quelqu'un qui entend cela ce soir reconnaisse quelque chose d'important dans sa propre vie et choisisse de commencer à travailler différemment. Parce que voici ce qui se passe quand on commence à construire ce sol intérieur. Quand on commence à pratiquer le désapprentissage émotionnel stratégique. Quand on commence à cultiver cette équanimité, non pas comme une armure, mais comme des racines. Le silence entre deux personnes qui ont cessé de se contacter commence à ressembler à autre chose. Il commence à ressembler à de l'espace, à de la respiration, à quelque chose dans lequel deux existences peuvent se réconfigurer, chacune de son côté, avant de peut-être, ou de peut-être pas, se retrouver. Et cette incertitude, ce peut-être ou peut-être pas, qui était auparavant intenable, qui activait toutes les alarmes du système nerveux, commence à être tenue différemment. Avec une main ouverte plutôt qu'un poing fermé. Une main ouverte peut recevoir. Un poing fermé ne peut que tenir ce qu'il croyait déjà avoir. C'est cela, le lâcher-prise dont Christophe André parle depuis des années. Non pas l'abandon, non pas la résignation, non pas l'indifférence. Mais cette transformation intérieure qui permet de passer de l'agrippement à la présence,
de la peur à la curiosité, du contrôle à la confiance, une confiance non pas en l'autre nécessairement, mais en soi-même. Confiance en sa propre capacité à traverser ce qui vient, à ressentir ce qui est là, à continuer à exister et même à s'épanouir, quelle que soit la réponse ou l'absence de réponse de l'autre. Et c'est là que le jeu change vraiment. Pas quand l'autre revient, pas quand la situation se résout de l'extérieur. Le jeu change quand vous changez, quand quelque chose en vous se déplace, quand vous cessez d'habiter la position de celui ou de celle qui attend et que vous commencez à habiter la position de celui ou de celle qui vit, il y a une différence considérable entre atteindre et vivre, entre surveiller et être présent, entre chercher et exister. Et la beauté de ce chemin, parce qu'il y a une beauté là-dedans, même si elle est parfois difficile à voir depuis l'intérieur de la douleur, c'est qu'il n'exige pas que l'autre change. Il n'exige pas que la situation se résolve selon vos espérances. Il n'exige pas de circonstances extérieures particulièrement favorables. Il exige seulement ceci, votre attention, votre honnêteté avec vous-même et votre volonté de commencer. Aujourd'hui, pas demain, pas quand les choses iront mieux, pas quand vous vous sentirez plus fort. Aujourd'hui, avec exactement les ressources que vous avez en ce moment. Même si elles vous semblent insuffisantes, elles ne le sont pas. La sagesse bouddhiste que Christophe André aime citer dans ses ateliers dit ceci. Vous n'avez pas à voir tout l'escalier. Il vous suffit de faire le premier pas. Et le premier pas, ce soir, peut être aussi simple que de poser son téléphone pendant 20 minutes, de respirer, de se demander avec douceur « Qu'est-ce que je ressens vraiment, là maintenant ?» et d'écouter la réponse sans la rouger. C'est tout. C'est assez, c'est un début. Parce que jamais, et Christophe André le dit avec toute la conviction que lui donnent des décennies de pratiques cliniques et de pratiques méditatives personnelles, jamais il n'est trop tard pour commencer ce travail. À 40 ans, à 50 ans, à 55 ans, le cerveau conserve sa plasticité. Les schémas émotionnels peuvent être modifiés. Les blessures anciennes peuvent être guéries. Pas effacées, mais guéries, transformées en quelque chose qui porte de la sagesse plutôt que de la souffrance. Et les relations, celles qui existent dans votre vie, celles qui viendront, méritant d'être vécues depuis cet endroit-là. Depuis cet endroit de liberté relative, de présence vraie, de curiosité bienveillante envers l'autre et envers soi-même. Vos enfants méritent de voir cela. Pas la perfection émotionnelle. Pas un parent qui ne souffre jamais, mais un parent qui souffre et qui le sait, qui ressent et qui en parle, qui se perd parfois et qui retrouve son chemin. Un parent qui leur montre, par l'exemple vivant de sa propre existence, que les émotions sont navigables, que les pertes sont survivables, que l'on peut être blessé et rester debout, que l'amour n'est pas synonyme de fusion ou d'emprisonnement. Cet héritage-là, cet héritage des libertés émotionnelles, est le plus précieux que l'on puisse transmettre. Plus précieux que n'importe quel patrimoine matériel, plus durable que n'importe quelle leçon verbale. Parce qu'il s'inscrit dans le corps, dans les comportements, dans les réflexes émotionnels. Il devient avec le temps la façon naturelle dont ils se rapportent à eux-mêmes et aux autres. Alors cette question, pourquoi est-ce que ceux qui essaient le plus fort tombent encore plus loin? Elle a maintenant une autre dimension. Peut-être que la vraie question n'est pas comment essayer plus fort. Peut-être que la vraie question est comment essayer différemment. Comment diriger cet effort immense, cette capacité d'amour et de connexion qui est réelle et qui est précieuse. Vers soi-même d'abord, pour qu'elle devienne ensuite disponible pour les autres d'une façon qui n'épuise pas, qui n'étouffe pas, qui ne détruit pas ce qu'elle cherche à protéger. Le désapprentissage émotionnel stratégique n'est pas un renoncement à l'amour. C'est une façon d'aimer qui dure, qui tient, qui respire, qui laisse de l'espace pour soi, pour l'autre, pour ce qui est possible, mais que l'on ne peut pas encore voir depuis là où l'on est. Et si vous arrivez à la fin de ce que vous venez d'entendre avec le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui vous concerne, quelque chose qui mérite d'être approfondi, quelque chose qui commence à déplacer quelque chose, vous, alors prenez le temps d'y revenir. Pas pour le consommer rapidement et l'oublier, mais pour le laisser travailler, pour noter une ou deux choses, pour commencer aujourd'hui même à pratiquer l'un de ces outils que l'on vient de partager. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ces réflexions, ces voix posées dans le bruit du monde,
ces invitations à regarder la vie intérieure avec plus de clarté et de bienveillance. Alors abonnez-vous. Non pas comme un geste automatique, comme un choix, le choix de prendre soin de votre propre paysage intérieur avec la même attention que vous accordez à tout le reste. Et dans les commentaires, si vous le souhaitez, si quelque chose de ce que vous venez d'entendre a résonné, si une image, une phrase, une question a touché quelque chose de précis, partagez-le. Non pas pour être vous, mais parce que mettre des mots sur ce que l'on ressent est déjà, en soi, un acte de désapprentissage. Un premier pas vers cette voie intérieure que l'on commence à réapprendre à entendre. Le silence entre deux personnes qui ont cessé de se contacter, ce silence que l'on craignait tant, que l'on cherchait à remplir de toute urgence, que l'on interprétait comme une preuve de sa propre insignifiance. Ce silence est peut-être simplement le début d'un espace. Un espace dans lequel quelque chose de neuf, de plus libre, de plus vrai, peut commencer à prendre forme. Pas malgré la douleur, avec elle, à travers elle. Grâce à elle, finalement, le jeu change. Et peut-être doucement, prudemment, avec toute la patience que vous pouvez vous offrir, peut-être que vous aussi vous changez. Et c'est précisément là que tout commence vraiment.